Notre invitée pour aujourd'hui, c'est une grande dame qui a milité pour la femme handicapée en Algérie. C'est la présidente de l'association Al-Baraka. Madame Flora Boubergout nous présente son association. Bonjour Madame Flora. Oui, bonjour et merci de nous avoir invités et prospérité à la radio Femmes en Communication, Voix de Femmes. Merci. Donc oui, c'est l'association nationale de soutien aux personnes handicapées. Donc l'association a été créée en 1999 à partir malheureusement d'un malheur qui est arrivé à moi-même et à mon époux, donc qui est un accident de la circulation qui nous a rendus handicapés. Et par la suite, vu les difficultés qu'on avait à faire et à surmonter par rapport à notre handicap et pour pouvoir se mouvoir, continuer à se mouvoir dans la société, chose qui a été très très difficile et on n'en était pas conscient parce que quand on est valide, on est en bonne santé, donc on fait pas attention toutes les difficultés que peut se rencontrer une personne âgée ou une personne handicapée. Donc l'idée a germé à partir de là. On s'est dit que si Dieu nous prête vie et que nous nous rétablissons de notre malheur, puisque nous sommes handicapés aujourd'hui à plus de 95%, puisque moi-même j'ai des prothèses et je suis vraiment c'est-à-dire psychologiquement et physiquement un petit peu diminué, mais enfin j'essaie de tenir bon. Et c'est par rapport à toutes ces difficultés que nous avons créé. On s'est dit qu'on allait créer une association et justement pour apporter notre soutien également à toutes ces personnes qui souffrent aujourd'hui dans notre société. Et par rapport à ces personnes, il y a la femme handicapée qui n'a pas encore sa place dans la société. Donc c'est un combat de tous les jours qu'on doit mener à travers notre association. Et là, à partir de 2002, nous sommes passés à une association nationale. Bien sûr, on l'a appelée le Baraka pour que la Baraka puisse tomber sur elle, parce que nous sommes partis de rien. Il y avait que cette volonté, cette rage de faire bouger les lignes, les choses, pour que cette frange de la société puisse avoir sa place également voilà, dans la vie de tous les jours et qu'on tient compte également qu'elle existe dans notre pays et qu'il faut la soutenir, lui donner les moyens pour que ça soit un citoyen à part entière, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas dans notre pays, malheureusement. Madame Flora, être femme déjà, vous venez de me le dire, être femme déjà dans la société algérienne, c'est un handicap. Qu'avez-vous fait autant qu'Al-Baraka pour la femme handicapée en Algérie? Donc c'est vrai que pour se mouvoir, comme je vous l'ai dit, quand on est une femme dans notre société, c'est pas du tout évident, c'est très très difficile, puisque moi-même, comme on dit, moi-même j'ai vécu cet handicap, mais je crois que l'handicap finalement il est dans la tête, c'est-à-dire ces gens qui veulent pas, qui ont le pouvoir de nous faciliter la vie dans notre pays, je crois que c'est eux qui sont handicapés parce qu'ils mettent pas les moyens là où il faut pour que la femme en général et la femme handicapée puisse s'épanouir dans notre pays. S'épanouir, c'est-à-dire lui donner la chance déjà d'aller à l'école, lui donner la chance après les études de trouver un travail, lui donner la chance d'aller vers le sport, lui donner la chance tout court de se mouvoir, de partir d'un point vers un autre, de se déplacer toute seule, même sur un fauteuil roulant. C'est très très difficile aujourd'hui et ça, c'est l'handicap, il est là parce que même si on oublie dans notre tête, on fait tout pour nous rappeler que nous sommes effectivement des femmes handicapées. Moi, je me rappelle, je vais vous donner une petite anecdote comme ça de ma famille, de ma grand-mère qui était une handicapée, qui est née avec une malformation, donc qui n'avait pas ses jambes et qui est née à l'âge de 14 ans. Donc comme à l'époque on mariait les femmes très jeunes, et ben pour vous dire que ma grand-mère qui n'avait pas ses jambes a pu se marier, chose que nous ne voyons pas aujourd'hui. Elle a pu se marier et elle a pu avoir 6 enfants, donc 5 garçons, dont mon père qui fait partie des 5 garçons, et ma tante, c'est la seule fille qu'ils ont eue, donc ça lui a fait 6 enfants. Et ces 6 enfants, donc aucun n'a été blessé, aucun n'a été handicapé. Aujourd'hui, c'est des grands-pères, ils sont tous mariés avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Et vous voyez que la société d'avant était plus ouverte que la société dans laquelle on vit aujourd'hui.
Aujourd'hui, une femme, il lui manque un demi-doigt, personne ne s'en approche, personne ne la voudrait avoir comme épouse, et ça c'est pas normal. Très 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 rare les femmes handicapées aujourd'hui qui se marient. Moi, personnellement, dans mon entourage, surtout au niveau de l'association, nous avons beaucoup de femmes sur des fauteuils roulants. Personne s'en approche. Elles s'en approchent. Elles sont intelligentes. Elles ont fait des études supérieures. Elles peuvent créer un foyer, aimer un mari et avoir des enfants. Et pourquoi on leur donne pas cette chance aujourd'hui? Voilà la marginalisation dont qu'on vit. Voilà, et ça c'est palpable. C'est des choses que tout le monde peut-être peut voir soit dans sa famille, parmi ses amis, parmi ses voisins, que la femme handicapée n'a pas sa place dans la société. Pourquoi? Parce que c'est une personne en situation de handicap. Allez, quelle est la différence entre une femme valide et une personne handicapée? Je crois que la différence, c'est juste les espaces, lui donner sa chance, et peut-être ça peut être une excellente, comme je vous l'ai dit maintenant, épouse et une excellente maman. Et voilà, donc c'est très frustrant. Et moi, c'est des choses que je vois tous les jours quand je vois de très belles filles sur des fauteuils roulants qui peuvent apporter un plus à sa famille, à la société. On lui donne pas sa chance. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors donc la société d'avant-guerre ou après-guerre était beaucoup plus ouverte que la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Déjà, en regardant notre héritage socio-culturel, la femme, sans être handicapée, elle se marie des fois avec n'importe qui, juste pour avoir le titre d'être mariée. Ça, c'est déjà un stéréotype qu'on a dans la société. Alors, si on est une femme et une femme handicapée, alors des fois, on se jette sur n'importe qui juste pour être mariée. Est-ce que avez-vous eu des cas comme ça, des femmes handicapées qui se sont mariées juste pour être mariées parce que, vu notre société, c'est difficile d'être femme handicapée, épouse et mère de famille? Oui, c'est vrai que la société ne pardonne pas et qu'elle est très très dure envers la personne en situation de handicap. Moi, dans mon entourage, j'ai vu des personnes handicapées, malheureusement, qui se marient avec des personnes handicapées. Très 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 rare quand j'ai vu une personne valide se marier avec une personne handicapée, que ce soit la femme ou bien dans l'autre sens. Moi, nous avons marié au sein de notre association deux couples, mais malheureusement c'était des couples, c'était des sourds et muets. Voilà, les personnes handicapées aujourd'hui, elles se marient entre elles, et ça c'est pas normal. Et on dit que c'est vrai que nous sommes tous différents, mais la différence, il faudrait pas qu'on vive dans un cercle fermé avec nos différences. C'est-à-dire, il faut que j'aille trouver un mari handicapé comme moi pour que je puisse me marier, sinon je suis pas acceptée. C'est pas normal. Vous voyez, c'est que les mentalités n'ont pas encore, je crois les mentalités d'avant, je crois qu'elles étaient beaucoup meilleures que celles d'aujourd'hui, puisqu'on leur donnait la chance, et on est en train de vraiment de regresser, mais à une vitesse vertigineuse. Allez voir n'importe quel jeune aujourd'hui, il veut une femme belle, en bonne santé, riche, avec qui travaille, qui a sa voiture. Voilà les critères de l'homme en général, franchement en général, que demande l'homme aujourd'hui. Quand il envoie sa maman chercher une femme pour lui, c'est des conditions qu'il lui donne. Alors imaginez-vous si l'handicap dans sa tête, ça c'est à bannir, quoi. Ça, il y pense même pas. Voilà, il veut quelque chose de parfait. Ouais, le beurre et l'argent. Le beurre et l'argent du beurre. Et peut-être qu'à côté, il peut rater son bonheur à côté. Et peut-être que en prenant cette femme en situation de handicap, elle peut le rendre l'homme le plus heureux dans sa vie. Vous voyez, c'est des mentalités encore malheureusement qui n'arrivent pas à évoluer, et la femme dans tout ça, c'est elle la victime. Voilà, c'est elle la victime de la société et de la mentalité dans laquelle on vit. Que peut-on faire pour changer ces mentalités, pour donner une autre image à la femme et à la femme handicapée en tant que personne complète et digne d'être aimée, respectée, tout à fait comme d'autres, comme les femmes, si on peut dire, ordinaires?
ce qu'on peut faire déjà nous au sein de l'association, donc on compte beaucoup sur les médias. Nous sommes à chaque fois que j'ai l'occasion d'être invitée, comme aujourd'hui par exemple, je vous en remercie encore. Donc on revient sur la femme handicapée qui peut faire, qui peut donner, qui peut apporter à sa famille, à ses enfants, si elle en a l'occasion, de la chance d'en avoir, à son mari, à son pays. Il faut les considérer comme une femme à part entière. Et l'handicap, il faut l'oublier. Il faut voir l'être humain, la générosité, la bonté de cette femme qui a en elle tout ce qu'elle peut apporter. Et franchement, l'handicap, c'est secondaire. Moi, on a vu des femmes, de très très belles femmes, qui ont épousé des hommes au bout de 2-3 mois divorcés. Pour vous dire, donnons la chance à chacun, et que l'handicap, ça doit pas être un freinage. L'handicap, franchement, ça doit pas être un freinage pour faire sa vie avec cette femme-là ou avec cet homme aussi, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont malheureusement en situation de handicap et que la femme n'accepte pas. La femme aussi, maintenant, elle est devenue très exigeante. La femme, il y en a qui sont très exigeantes. Elle te dit l'homme riche avec une situation, avec une voiture, sans ses parents et vice versa. Donc c'est toutes ces mentalités que nous on essaie dans nos plaidoyers à chaque fois qu'on a l'occasion d'être invité par les radios, la télé, de montrer aussi que la femme en situation de handicap, ce qu'elle est capable de faire. La dernière fois, on est venu me filmer à la maison. Malgré mon handicap, ma vie continue. Je m'occupe de mes enfants, de mon mari. Je fais ma cuisine, j'essaie de garder ma maison propre comme quand j'étais valide. Voilà, et heureusement je suis tombée sur un mari qui est très attentif et très gentil et très amoureux, qui continue à être toujours amoureux de moi, donc qui continue à m'accepter malgré mon handicap et ma lourdeur. Voilà, parce que l'amour est plus fort que tout finalement. Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour la vie, et les accidents de la vie, ça peut arriver à tout moment. On peut épouser une très belle femme et puis du jour au lendemain elle peut se brûler, elle peut tomber d'une échelle et se briser la colonne vertébrale, et c'est pas pour ça qu'on doit la jeter. Ça continue à être son épouse, peut-être la mère de ses enfants si elle en a, et voilà, parce que ce qui compte finalement dans un foyer, c'est le bonheur, et le bonheur c'est ça. Il faut savoir, des fois on va le chercher très loin alors qu'il est juste à côté. Même avec un homme handicapé ou une femme handicapée, quand le bonheur règne, quand on s'entend, on a la façon de voir les choses de la vie, on peut être. Moi, je suis très très heureuse avec mon mari. Ça fait 35 ans depuis qu'on est mariés. Nous avons des enfants, et mon handicap n'empêche pas qu'il soit heureux avec moi. Vous voyez? J'imagine, ça c'est sûr. En parlant de plaidoyer, avez-vous revendiqué les problèmes liés aux femmes, plutôt aux handicapés en général, tels que l'augmentation de sa pension, de la pension de 4 000 dinars, et l'accès aux stations publiques, les véhicules, ils sont pas vraiment équipés pour handicapés, oui. D'autres problèmes, par exemple les enfants handicapés, l'accès à l'éducation, oui. À l'école, je veux dire. Avez-vous fait des plaidoyers pour revendiquer tout ça? Si, je crois que vous m'avez connu avant, vous aurez su rentrer dans notre page Facebook et vous allez voir toutes les actions que nous menons depuis maintenant des années auprès des institutions pour donner la place justement à la personne handicapée. L'Algérie a ratifié toutes les conventions de la protection de la femme, de l'enfant, mais ce qui est encore qui n'est pas encore palpable sur le terrain, c'est de mettre justement ces droits et cette loi dans la vie de tous les jours. Nous avons d'énormes difficultés aujourd'hui à nous mouvoir dans la société par rapport à l'accessibilité qui nous marginalise. C'est une des marginalisations aujourd'hui, l'accessibilité. Vous avez vu les trottoirs, soit ils sont trop hauts, donc on peut pas y accéder. S'ils sont bien faits, c'est des voitures et
c'est devenu des aires de stationnement. Et nous, on nous oblige, en tant que personnes handicapées, avec notre fauteuil roulant ou avec nos béquilles, à marcher sur la chaussée avec tous les dangers que ça comprend. Il y a encore la marginalisation au niveau de l'école. Donc, on fait beaucoup de plaidoyer auprès des directeurs d'école, auprès du ministère de l'Éducation pour intégrer l'enfant handicapé dans des écoles normales. Quand il a un handicapé lourd, c'est normal qu'il faut l'orienter dans une école spécialisée. Mais quand il a un handicapé, il est sur un fauteuil roulant, il a toute sa tête, pourquoi tout de suite l'orienter? Alors, parce que moi, j'ai vu des directeurs, j'ai fait des plaidoyers auprès d'eux, dès qu'on le voit sur un fauteuil roulant, tout de suite, on l'oriente vers l'école spécialisée. Alors que non, il peut suivre des études avec des enfants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, normaux, et voilà, et il y en a eu qui ont eu de très bonnes notes, qui ont réussi leur cursus scolaire, et qui sont maintenant dans des écoles supérieures, ils sont à l'université, ou ils sont dans des formations, et ça parce qu'on leur a donné la chance. Et la société civile, mouvement associatif, il doit s'impliquer aussi là-dedans. Il faut pas laisser toutes ces doléances à l'État, et l'État qui doit faire. Nous aussi, nous avons un rôle sur le terrain à jouer. Nous, dernièrement, on était dans le Salon international du bâtiment, on a fait un plaidoyer auprès des constructeurs, des architectes, des maîtres d'ouvrage. Il y a eu même le ministre de l'Habitat qui est venu dans notre stand, qui nous a félicité pour les actions communes, et qu'on lui a fait rappeler que dans les constructions, il faudrait mettre l'accessibilité. La loi, elle est là, elle le dit si bien, il suffit juste de l'appliquer sur le terrain. Parce que moi, quand vous allez me construire un logement et que je peux pas me mouvoir dedans, je me sens, c'est la marginalisation, elle commence là, l'handicap, il commence là, parce que même moi, si je veux l'oublier dans ma tête, je suis rappelé constamment, soit dans mon appartement, soit en descendant avec mes béquilles dans les escaliers. La plupart du temps construit, on met pas les ascenseurs. Il faudrait que même quand c'est un 3e étage, il faut qu'il soit adapté avec un ascenseur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des personnes peut-être en bonne santé, je parle de moi-même, mais de la société qui est en bonne santé. Mais si Dieu nous prête vie, nous allons tous vers des dépendances. Si Dieu nous prête vie, nous allons tous vers des dépendances. Nous allons tous avoir besoin de quelqu'un pour nous faire monter, pour nous faire descendre, etc., nous accompagner au niveau des édifices publics pour faire ses papiers, ou faire et la difficulté, elle est là. Donc, avant de commencer à construire, pensons que dans ces constructions, il n'y aura pas que des personnes valides. Il y aura des personnes en situation de handicap, ça peut arriver à malheur du jour au lendemain, tremblement de terre, je sais pas moi, se retrouver handicapé. Et donc construisons utile et construisons pour tous. Donc c'est le message que j'avais fait passer, et je voulais faire passer, que j'avais fait passer au ministre de l'Habitat, pour lui dire dans l'avenir, je crois qu'il va y avoir dans le programme du président de la République plus d'1 million de logements qui sont en train de se construire et qui vont continuer à se construire, de penser aux aménagements pour les personnes en situation de handicap. C'est très important. Oui. Eh ben oui, parce que comme je vous l'ai dit, et nul n'est à l'abri. Du jour au lendemain, on peut devenir une personne en situation de handicap. Nul n'est à l'abri, et la santé, ça reste pas toute la vie non plus. Hein. La vieillesse, elle vous rattrape. Les obstacles, les accidents de la vie aussi vont nous quelque part peuvent nous rattraper. Déjà par rapport à ce qui m'est arrivé, j'étais une personne valide, en bonne santé, m'occupant de mon foyer, mes enfants, et en une fraction de seconde, avec un accident de la circulation, je me suis retrouvée avec un handicap de plus de 90%. C'est pour vous dire que ça peut arriver à tout le monde aujourd'hui. Donc faisons dans notre pays un pays où il fait bon vivre, où la femme puisse avoir sa place, la femme handicapée également, la personne âgée, l'enfant, et voilà. Et quand on donnera tous ces moyens-là, je vois pas pourquoi moi je vais chercher à aller dans un autre pays, aller voir d'autres pays, oui, pour se cultiver, pour voyager, pour voir comment vivent les autres, pour voir comment que ça se passe aussi, les autres cultures, apprendre de l'autre. Mais moi, je voudrais rester dans mon pays, revenir après dans mon pays. C'est mon pays et je dois y rester, et je dois bien me sentir à partir du moment où l'État vraiment pense pour tous. Merci. Vu notre société, madame, vous savez qu'il y a des familles qui ont toujours honte de dire qu'ils ont plutôt une femme handicapée dans la famille. Alors,
vu ça, par exemple, moi déjà, je connais beaucoup de femmes qui ne sortent jamais de leur foyer. Parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles se cachent, elles ont peur de ne pas être acceptées par les autres, du regard, du rejet de la société. Et ça y est, elles se laissent faire, elles sont condamnées à vie. Vous pensez pas qu'on a beaucoup d'autres choses à faire pour régler ça loin de la loi et de l'application des lois? Il faut sensibiliser, il faut commencer par l'éducation, le livre. On voit toujours dans les contes, par exemple, la sorcière et Blanche-Neige qui est une femme valide, toutes les princesses elles sont valides. Vous pensez pas qu'on a besoin par exemple, d'images dans un livre, dans un conte, une femme handicapée qui est tout à fait heureuse, qui fait le marché, qui fait le ménage, qui a un mari, qui est tout. Et c'est un travail complet, ou avez-vous d'autres choses à dire? Oui, c'est vrai que on n'en parle pas assez ni dans les revues. On montre d'ailleurs dans les revues, on montre que de belles femmes trafiquées. La plupart elles sont des poupées, puis c'est pas naturel. Elles ont jamais de rides, elles sont parfaites, mais enfin c'est des photos retouchées aussi. Hein. C'était pour montrer que la beauté pas que dans notre pays, dans le monde prime aujourd'hui. Hein. On veut que ce qui est beau, pas que chez l'être humain, hein. Même dans sa maison maintenant, on veut que des belles choses, on veut avoir une belle voiture, une belle maison, une belle femme, un beau mari, de beaux enfants. C'est des critères de l'être humain et bon, ça se comprend quelque part. Mais aussi, dans la vie, comme je vous ai dit, il peut y avoir des accidents de parcours, il peut y avoir des naissances avec des malformations. Et ça, c'est voilà, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui dans la vie dans le monde, quoi. Et si vous imaginez s'il y avait que des gens parfaits, je sais pas, moi personnellement, ça me plairait pas beaucoup non plus. C'est avec cette différence-là qu'on fait un monde. C'est avec, il y a un qui est noir de peau, il y en a un qui est blanc de peau, il y en a un qui est jaune de peau, il y en a un qui parle l'anglais, le français, l'arabe, le chinois, la mazir. Et c'est toute cette différence qui fait que le monde est intéressant, qui est à découvrir et qu'on doit accepter. Sinon, et nous, par rapport à ça, c'est vrai que nous faisons beaucoup de plaidoyer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure encore, dans les écoles, dans les foyers, au niveau des institutions, au niveau des lycées, des universités, à longueur de l'année. On fait à longueur de l'année rentrer d'ailleurs dans notre page Facebook, vous allez voir, des campagnes de sensibilisation pour accepter l'autre aussi. Parce que c'est pas possible. La vie, c'est ça. C'est des hauts, c'est des bas, c'est un jour c'est riche, un jour on pleure, un jour on rit, un jour on est jeune, on est beau, on vieillit, on le devient moins. Et c'est pas pour ça que moi je dois être pliée, ne plus sortir de chez moi parce que j'ai des rides ou parce que je plais plus. Mais le bon Dieu, subhanallah, nous a créé comme ça. Donc il faut accepter, sinon nous le Joël, nous le. Pour l'accepter, il faut chercher la beauté aussi dans tout ça. Dans tout ça, et peut-être envers une femme qui est diminuée, peut-être vous avez trouvé le bonheur et la gentillesse et que vous allez peut-être pas trouver chez une très belle femme. Voilà, ou chez un très bel homme. Donc c'est toute cette différence-là qui fait un équilibre dans le monde, dans la vie et dans notre société. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a encore des femmes qui, comme vous dites, qui yheshmo, c'est-à-dire ils laissent pas la femme sortir parce qu'elle est en situation de handicap, parce que l'autre va s'en moquer, parce que la société ne l'accepte pas. Mais moi je me dis, quand on aime la vie, quand il faut forcer les portes. On s'y attache, il faut défoncer les portes si elles sont fermées. Il faut parce qu'on aime la vie. Donc, et c'est à nous, il faut pas attendre de l'autre, mais il faut rien attendre de l'autre. C'est à nous de nous accepter tel qu'on est. C'est vrai que c'est pas facile psychologiquement, mais si on aime la vie, et ben, comme moi, quand j'ai été handicapée, je suis restée quand même 3 ans sur un fauteuil roulant, et puis je sortais pas pendant 1 année, je suis pas sortie de la maison parce que j'avais peur du regard de l'autre qui m'accepterait pas, ou qui va faire des remontrances, ou qui va me blesser encore plus. Et puis un jour, j'ai dit, mais c'est pas une solution, il faudrait quand même maintenant, parce que je me suis laissé dépérir, et je me dis maintenant il faut que je me ressaisisse, et sur mon fauteuil roulant je suis sortie de chez moi. Ça a été très difficile, c'est vrai, d'aller faire un petit parcours parce qu'il y a trop d'embûches sur la route, pas d'accessibilité. Je suis arrivée au marché et j'étais moi et mon mari parce qu'on était handicapés tous les deux, on a fait un grave accident ensemble, et donc les gens il y avait des gens qui ils sont passés à côté de nous.
C'est-à-dire, il faut qu'ils se ressemblent pour qu'ils se marient ensemble. Et moi, j'ai pas, la force que le bon Dieu m'a donnée ce jour-là, c'est que j'ai pas fait cas. Parce que une autre femme, c'est sûr qu'elle aurait fait demi-tour, elle serait rentrée chez elle, elle serait plus ressortie du tout. Mais moi, je sais pas, il y a une force surnaturelle qui était en moi, qui me disait non, continue ton chemin, va faire tes courses, n'entends pas, et parce que moi aussi, quelque part, j'aimais la vie, et je me suis dit, même si je restais sur mon fauteuil roulant toute ma vie, il faut mieux ça que d'être morte, quoi. Vous savez, madame, j'ai donné l'exemple de Blanche-Neige et tout, pour vous dire justement qu'il n'y a pas que la femme handicapée qui souffre et qui est mal vue ou elle est vue comme moitié de femme. C'est que même une princesse telle que Blanche-Neige, c'est une femme valide, mais elle dépend toujours de l'autre qui est le prince. Elle a passé un quart de siècle en dormant. Il a fallu juste qu'un prince l'embrasse pour lui donner la vie. C'est ça que je veux changer. Je veux que ça change. Il faut sensibiliser. Il faut dire qu'il faut commencer par l'éducation. Il faut commencer par le livre. Il faut commencer par la famille, les associations, pour dire que la femme doit être indépendante. C'est elle qui crée son propre destin. Tout à fait. Alors on est égaux dans ce problème-là, valide ou pas valide. C'est vrai. Revenons à Al-Baraka. Elle fait partie d'un réseau Amina. Le réseau Amina, c'est vous-même qui... Amina. Amina. C'est vous-même qui l'avez créé. Quelle est l'importance de faire partie d'un réseau? Qu'est-ce que ça ajoute? Oui, ben voilà, ça ajoute qu'il faut pas travailler toute seule, comme vous avez dit. Maintenant, la société, elle se fait avec tout le monde. Ce qui est la société, c'est vous, c'est moi, c'est l'autre, c'est avec ses règles, voilà, pour justement faire que tout le monde puisse avoir sa place dans la société. Donc c'est c'est un réseau comme ça qu'on a voulu parce on travaillait seul. On s'est aperçu que dans les mouvements associatifs, malheureusement, il y avait beaucoup d'associations de bonne volonté, mais elles étaient éparpillées. Donc, comme on dit que le lieu de Wahdam se fort. Et pour être entendu, il fallait rassembler cette force pour être entendu, pour faire changer les choses, pour faire bouger les lignes. Et on s'est dit qu'on allait créer un réseau. Et c'est avec la concertation de tout ça a été conçu par 10 associations nationales et wilayales. Et j'espère que nous comptons aussi beaucoup pour qu'il y en ait d'autres qui vont venir élargir le réseau, et c'est un réseau qui est appelé à évoluer, Inch'Allah, dans l'avenir, pour faire avancer la cause des personnes en situation de handicap, dont on parlait tout à l'heure, la cause des femmes, des enfants, voilà, de tout le monde, enfin de toutes les personnes. Et tout seul, c'est pas évident. Et donc nous l'avons appelé Amina, et j'espère qu'il y ait beaucoup d'associations qui nous écoutent ce matin puissent nous rejoindre. Si vous permettez, je pourrais après donner les coordonnées où on pourrait nous contacter. Donc nous avons un site internet qui est le www.elbaraka-monsite.com. Je répète, donc c'est le www.elbaraka-6 monsite.com, tout en minuscule bien sûr, hein. Et le E c'est il faut pas le coller avec le baraka, il faut l'éloigner un petit peu. Et il y a une boîte email où on peut avoir toutes les doléances, toutes des propositions pour faire avancer la cause, qui est El Baraka Algérie, donc El Baraka A Algérie attaché avec El Baraka @hotmail.com. El Baraka Algérie attaché @hotmail.com. Et toutes les suggestions, même les critiques positives, bien sûr, parce que c'est dans la critique positive qu'on peut avancer, sont les bienvenues, parce que seul, c'est des choses qui nous échappent, il y a des choses auxquelles on n'y pense pas, et c'est toutes ces personnes-là qui peuvent contribuer et même élargir le réseau, pourquoi pas. Et ça, on deviendra une force de proposition à l'État.
nous deviendrons une force de proposition. C'est exactement comme les partis politiques, sauf que nous, on fait pas de la politique, on fait de la politique sociale. Donc, et c'est tous ensemble qu'on peut faire avancer la cause de ces personnes, comme je vous l'ai dit, tout en sachant que nul n'est à l'abri aujourd'hui d'un handicap. Vous avez vu que par rapport aux accidents de la circulation, avec plus de 4500 morts par an et autant de personnes handicapées, il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes tous concernés par l'handicap. Donc unissons-nous, faisons de notre union quelque chose de positif pour apporter notre contribution à cette frange de la société. Justement, en parlant des accidents de la circulation, voulez-vous nous parler de votre projet? Vous venez de faire quelque chose concernant ce sujet-là. Ah, c'est pas un projet, c'est-à-dire... Je veux dire, c'est un programme, c'est une sensibilisation. Voilà, c'est un programme de sensibilisation à l'année maintenant. Ça fait plus de 7 ou 8 ans depuis qu'on s'est aperçu que ce qui crée de l'handicap, avant c'était les maladies invalidantes, c'était les mariages consanguins, parce que malheureusement, la sensibilisation ne se fait pas assez dans nos médias, surtout dans nos médias lourds. Il y a encore des villages où les personnes se marient entre cousins et entre cousines, et ça crée de l'handicap. Donc nous faisons beaucoup de sensibilisation et ce qui crée aujourd'hui de l'handicap par rapport après les maladies invalidantes et les mariages consanguins, ce qui crée encore beaucoup plus, ce sont les accidents de la circulation, avec les chiffres que nous donnent les autorités, qui est la police, la gendarmerie, le centre de prévention et de sécurité routière, qui sont les accidents de la circulation avec plus de 4500 morts et autant de personnes handicapées. Et nous sommes en train de créer de l'handicap dans notre pays à cause de la violence routière. On a eu une médaille, madame, vous savez. Pardon. L'Algérie a eu une médaille. Franchement, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas notre honneur, franchement, hein. Et malheureusement, donc on essaie nous aussi d'apporter notre contribution en tant que société civile, en tant qu'association et en tant que victime de la violence routière, parce que nous sommes des personnes en situation de handicap, avec notre combat de tous les jours. Donc c'est des programmes que nous avons mis sur pied depuis des années, et grâce aussi à la générosité et à l'engagement de sociétés citoyennes qui nous soutiennent financièrement pour mener ces actions. Donc c'est des actions que nous menons à l'année. On vient de sortir, ça fait pas longtemps, au mois de mars, du Salon international du véhicule, de la voiture. Bientôt, on sera dans le salon également international du véhicule industriel. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des grands salons qui vont drainer beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs, on essaie d'y être pour faire passer notre message à la prudence, au respect du code de la route. Et c'est des personnes en situation de handicap violenté, justement, qui sont là pour faire du plaidoyer auprès des autorités, auprès des gens qui vendent les voitures, auprès de ceux qui vont les acheter, pour justement respecter le code. Chaque chose a un code dans la vie. Et pour circuler avec votre véhicule, il y a un code qu'on appelle le code de la route. Si chacun de nous le respectait, il n'y aurait pas eu autant de malheurs dans notre pays par rapport à la violence routière, et autant de morts, et autant d'orphelins, autant de difficultés que vivent les personnes qui deviennent après des personnes handicapées. Tous ces Algériens aujourd'hui, Algériennes qui sont sur des fauteuils roulants ou qui sont handicapées dans leur lit auraient pu être, si ce n'est par rapport à l'inconscience des chauffeurs, des personnes valides aujourd'hui, qui auraient pu contribuer à faire évoluer leur famille, leur pays, la société. Donc nous avons tous un rôle à jouer. Il faut que tous les acteurs de la société aujourd'hui s'unissent pour faire reculer tous les malheurs qui nous touchent, que ce soit auprès de la femme, de l'enfant, de la société en général. Et on a tous c'est ça le rôle du citoyen. Le citoyen, ce n'est pas que d'aller voter, mettre son bulletin dans l'urne et dire que ça y est, j'ai fait mon devoir de citoyenneté. Et non, le citoyen, c'est tout ce qui fait mal à son pays, combattre tout ce qui fait mal, la prostitution, la drogue, la mendicité, la violence à tous les niveaux. Et c'est tout cela le citoyen. Il faut qu'il s'implique. Sinon, qui va le faire à notre place? Qui va le faire? C'est pas des étrangers qui vont améliorer nos conditions de vie dans notre pays. C'est un beau pays, mais il faut pas qu'il soit que beau. S'il est beau et que les citoyens ne s'engagent pas,
il deviendra pas beau. Et voilà, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent partir, qui veulent déserter le pays, alors qu'on a besoin de notre jeunesse pour le faire évoluer, ce beau pays. Voilà, le bon Dieu, on a eu la chance que le bon Dieu nous a aimés, nous a donné un beau pays. Faisons-nous, la société civile, ce beau pays-là, essayons de le garder et d'améliorer cette beauté. En visitant le salon international des véhicules, c'est ça, madame? Oui. Y a-t-il un projet ou un espoir, si on peut dire, d'avoir des véhicules aménagés pour les handicapés qui sont bien équipés et tout? Oui, c'est vrai que nous, on a fait beaucoup de plaidoyer auprès des concessionnaires parce qu'on n'avait pas vu de véhicules aménagés dans ce grand salon international de l'automobile, malheureusement. Et beaucoup de personnes handicapées qui sont venues le visiter ont été, franchement, ils ont été, comment dirais-je, pas contents du tout, déçus parce qu'ils n'ont pas trouvé de véhicules aménagés pour eux. Et quand on est parti vers les concessionnaires, on nous dit que l'aménagement est excessivement lourd et très cher. Et donc, si c'est une voiture qui est vendue pour une personne valide à tel prix, ça sera peut-être beaucoup plus cher pour une personne handicapée, tout en sachant que vous avez vu combien touche une personne aujourd'hui handicapée. Il a 4000 dinars par mois quand il a 100%. Quand il est vraiment, il est alité, bouge pas, on lui donne 100%, et quand il peut bouger un peu ses doigts, sa tête, on lui donne 3000 dinars. Alors vous voyez que c'est 3000 dinars. Est-ce que vous pouvez vivre aujourd'hui avec 3000 dinars par mois? Ça vous ramène même pas un sandwich, une boisson, et la marginalisation, elle est là également. C'est vrai que l'État nous dit que c'est une solidarité, c'est un soutien solidaire. Parce que c'est pas une pension. Pour avoir une pension, il faut cotiser, avoir travaillé, cotiser. Oui, mais la solidarité à ce niveau-là, on la voit pas beaucoup, avec 4000 dinars par mois et 3000 dinars également pour les personnes qui n'ont pas ces 100%. Franchement, la solidarité, on la voit pas beaucoup, tout en sachant que la personne en situation de handicap, elle a beaucoup de dépenses. Vous avez vu, les transports sont pas aménagés, donc les taxis les prennent pas. Les bus qui circulent dans toute l'Algérie, la plupart du temps, ils sont pas aménagés. Donc tout ça, c'est une violence également pour la personne en situation de handicap. Elle sent qu'elle est vraiment reléguée à un niveau très bas, quoi. Même si elle veut s'en sortir, même si elle fait des efforts insurmontables au quotidien pour avoir sa place au soleil, c'est pas toujours évident puisque les moyens énormes manquent. D'où justement nous en tant qu'association, c'est du plaidoyer à longueur de l'année. Nous écrivons qui de droit pour améliorer la situation de ces personnes dans notre pays. Vous ne pensez pas qu'il faut avoir des lois sévères qui obligent par exemple, les écoles à accepter les enfants handicapés, et aussi des lois concernant l'accès au stationnement public pour les handicapés? La loi, elle est là. La loi, elle est sévère, elle est là. Mais comme je vous l'ai dit, elle n'est pas appliquée sur le terrain. On a une loi, mais il faut qu'elle soit sévère pour être appliquée. Oui, mais pour qui va l'appliquer, cette loi? Si c'est les autorités qui vont. Nous, on demande aux autorités, on a une très belle loi, c'est vrai. Mais sur le terrain, on la voit pas appliquée. Même par exemple, le 1% du travail pour les personnes handicapées dans l'entreprise. Et s'il l'applique pas, il a une amende à payer. Voilà. Quelle est l'entreprise aujourd'hui? Allez, je vous prends au défi, allez me chercher une entreprise qui a reçu, par exemple, un dossier pour un recrutement d'une personne handicapée et qui l'a pas recruté et qui a payé une amende. Allez, je vous mets au défi d'aller me chercher cette entreprise. Donc voilà, il y a du laxisme, et c'est tout ce laxisme-là, à tous les niveaux, pas que dans les niveaux des entreprises, qui fait qu'aujourd'hui, nous sentons vraiment des personnes marginalisées dans notre pays. Parce que les lois que nous a données l'État, les conventions qu'a signées l'État ne sont pas appliquées sur le terrain. Ça sert à rien de faire une loi. Si vous faites une loi et qu'elle n'apporte rien, ça sert à rien de faire des lois. C'est juste pour la fin, parce que oui, voilà, on a fait des lois qui vous protègent. On a signé des conventions qui vous protègent.
Mais qui va verbaliser ces gens qui sont censés faire appliquer la loi? Moi, je sais pas. Pénalisation. On a besoin aujourd'hui de pénalisation pour servir d'exemple. Et vous allez voir que les choses vont rentrer dans l'ordre et que tout le monde va trouver sa place dans la société à partir du moment où les lois, les conventions sont appliquées. Voilà. C'est très simple. Il faut qu'on sente qu'on a derrière nous des gens qui nous soutiennent, qui font appliquer la loi, et c'est que comme ça qui fera bon vivre dans notre pays. On a parlé de la femme handicapée mariage, on a parlé de la femme handicapée travail. On voit bien qu'elle n'a pas vraiment beaucoup de chance dans le domaine du travail. Quelles sont vos acquises, quelles sont vos perspectives dans tout ça? Eh ben, on perd pas espoir, bien sûr. Je vous ai dit, de toute façon, la vie, c'est un combat de tous les jours. Et nous, par rapport à l'association, le combat qu'on mène, justement, c'est pour que toutes ces personnes puissent trouver leur place dans la société. Donc, c'est un travail de longue haleine, de beaucoup d'efforts, de beaucoup de sensibilisation, de plaidoyer, pour peu qu'on nous écoute. S'il y avait la bonne volonté de chacun, je vous prie de me croire qu'il ferait très, très bon de vivre dans notre pays. Et l'homme, il est capable de beaucoup de choses, comme il est capable de choses mauvaises, comme il est capable de choses très bonnes. C'est lui qui crée le bonheur et c'est lui qui peut créer le malheur. Donc tout est dans l'homme. Et comme on dit, quand l'homme veut, Dieu veut. Donc voilà, le bonheur il est entre ses mains. Il faut juste qu'il y ait justement cette volonté de le mettre, de l'appliquer pour tous. Voilà, surtout moi c'est un appel que je lance surtout aux décideurs. S'ils nous écoutent ce matin, c'est à eux, c'est entre leurs mains quoi. Il faut juste qu'on sente que ces lois-là puissent nous servir à quelque chose et qu'elles soient appliquées. Il y a qu'eux qui peuvent appliquer la loi. C'est pas nous. Nous on est là pour dire ce qui va pas, comment on peut faire bouger les choses, comment on leur apporte notre contribution, mais la loi, il y a qu'eux qui peuvent la faire appliquer sur le terrain. Vous êtes une femme de volonté et de bravoure aussi, un exemple de courage. Je vous remercie beaucoup, Madame Flora.